Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. L'éleveur a fait don de son ultime cheval à deux sœurs Apaches. À l'aube, leur père est apparu accompagné de 200 guerriers. Un homme qui n'a plus rien ne cède généralement pas sa dernière chance de survie. C'était du moins ce que tout le monde croyait. C'était ce qui semblait logique. Pourtant, lorsqu'Ulysse vint à guider cette monture hors de sa grange au coucher du soleil, la terre recouvrant sa chemise déchirée et l'épuisement gravant des sillons profonds sur son visage, il ne ressemblait pas à quelqu'un faisant un choix rationnel. Il avait l'air de quelqu'un qui avait déjà fait la paix avec la faim. Les deux jeunes femmes qui se tenaient à la limite de sa propriété n'auraient pas dû se trouver là. L'une s'appuyait lourdement sur l'autre, le sang assombrissant le tissu autour de sa jambe. Elle ne parlait pas. Elle ne suppliait pas. Elle se contentait de l'observer avec des yeux qui n'attendaient rien, comme si elles avaient appris depuis longtemps que l'espoir était un luxe qu'elles ne pouvaient pas se permettre. Ulysse avait passé 3 mois isolé dans ce ranch en faillite. 3 mois depuis que la sécheresse avait anéanti ses récoltes. 3 mois depuis qu'il avait adressé la parole à une autre âme vivante. Et durant tout ce temps, la seule chose qu'il avait protégée, la seule chose qu'il avait maintenue en vie était ce cheval, sa dernière possession de valeur, son unique échappatoire. Mais quelque chose dans le silence entre ses sœurs a brisé quelque chose en lui, ou peut-être réparé ce qui était brisé depuis bien trop longtemps. Il leur a donné le cheval. Pas de mots, pas d'explication, il a juste détaché les rênes et les attendu. La sœur aînée l'a fixé comme s'il lui avait remis une arme chargée. Les yeux de la plus jeune se sont écarquillés, la confusion se mêlant à quelque chose proche de la peur. Ce n'était pas ainsi que le monde fonctionnait. Les hommes comme lui ne faisaient pas des choses pareilles. Pas pour des gens comme elle. Mais Ulysse a simplement fait un signe de tête vers l'horizon où la dernière lumière se mourait et a reculé. Elles ont pris le cheval et ont disparu dans l'obscurité tombante. Ce que Ulysse ignorait, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que quelqu'un observait depuis la crête au-dessus. Quelqu'un qui avait tout vu. Quelqu'un qui rapporterait cette image à un camp où 200 guerriers attendaient des nouvelles. Et lorsque l'aube a percé le lendemain matin, l'horizon a changé. Il s'est rempli de formes, des douzaines, puis des centaines, bougeant comme une seule entité, venant droit vers le ranch. Ulysse se tenait dans l'encadrement de sa porte, les regardant venir, et a réalisé qu'il avait fait un choix qui ne pouvait être défait. Tout ce qui allait suivre était déjà en mouvement. La question n'était pas de savoir s'il l'atteindrait. La question était pourquoi il venait et ce qu'il ferait une fois arrivé. Ulysse n'a pas bougé du seuil. Ses mains pendaient à ses côtés, les doigts lâches mais tremblants. Le fusil restait appuyé contre le cadre derrière lui, à portée de main, mais intouché. Il avait su que ce moment viendrait. Une partie de lui l'avait su. À l'instant même où il avait cédé ses rênes. Les formes à l'horizon ont grandi, prenant forme. Des cavaliers, trop nombreux pour être comptés. Ils se déplaçaient en formation, disciplinés et délibérés. Le son l'a atteint avant qu'il ne puisse distinguer les visages individuels. Le tonnerre des sabots contre la terre dure, rythmique et implacable. Sa gorge s'est serrée. 3 mois d'isolement. Et maintenant ça. Il a pensé à courir, mais il n'y avait nulle part où aller. Le ranch s'étendait derrière lui. Des clôtures brisées et une terre mourante. La grange où le cheval avait été se tenait vide, sa porte pendant de travers sur des gonds rouillés. Il leur avait donné son seul moyen d'évasion. Ulysse a pressé ses paumes contre le cadre de la porte, se stabilisant. Le soleil montait plus haut, dur et impitoyable, projetant de longues ombres sur la propriété. La poussière s'élevait des cavaliers en approche comme de la fumée, obscurcissant les détails. Il plissa les yeux, essayant de voir. La jeune sœur avait-elle survécu à la nuit? Avait-elle réussi à atteindre leur destination? Ou quelque chose de pire était-il arrivé? Quelque chose qui avait amené cette armée à sa porte? Les questions bouillonnaient dans ses tripes, se mêlant à autre chose. Pas tout à fait du regret, plus comme de la résignation. Il avait fait un choix. Tout ce qui suivait était le prix de ce choix. Les cavaliers ont ralenti en atteignant la limite extérieure de ces terres. La formation a changé, s'élargissant. Ulysse en a compté 20, puis 50, puis a arrêté de compter. Ils ont encerclé la propriété, bougeant avec précision, pas un raid, pas le chaos. C'était quelque chose d'organisé. Sa poitrine s'est compressée. Organisé signifiait intentionnel. Ils étaient venus ici spécifiquement pour lui. Un cavalier s'est détaché de la formation, s'avançant devant les autres.
La silhouette était assise droite, enveloppée de cuir et de tissu qui prenaient le vent. Derrière eux, la masse des guerriers gardait sa position, attendant. Le cœur de Hollis martelait contre ses côtes. Il s'efforçait à respirer. Inspiré par le nez, expiré par la bouche. La voix de son père résonnait de quelque part au fond de lui. La panique te fait tuer, mon garçon. Reste présent. Mais être présent signifiait affronter ce qui arrivait. Le cavalier solitaire s'est approché de la ligne de clôture et s'est arrêté. Pendant un moment, rien ne s'est passé. Le guerrier est resté monté, parfaitement immobile. Puis lentement, ils ont mis pied à terre. Hollis a senti ses muscles se verrouiller. Chaque instinct lui criait de saisir le fusil. Au lieu de cela, il est sorti de l'embrasure de la porte, se déplaçant à découvert où il pouvait être vu clairement. Si c'était la fin, il ne la rencontrerait pas en se cachant. Le guerrier a marché vers l'avant, traversant dans la cour. Le soleil a attrapé le côté de leur visage, et le souffle de Hollis s'est coupé. C'était la sœur aînée, Kaya. Elle bougeait différemment maintenant. L'épuisement qui l'avait pesé la nuit précédente avait disparu, remplacé par quelque chose de plus dur. Elle marchait comme quelqu'un qui appartenait exactement là où elle était. Mais ce sont ses yeux qui l'ont arrêté net. Il n'était pas rempli de gratitude. Il n'était pas doux de soulagement. Il le mesurait, calculant, pesant quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Elle s'est arrêtée à 15 pieds, assez près pour parler, assez loin pour rester prudente. Hollis a attendu. Sa gorge ressemblait à du sable. Kaya n'a pas souri. Elle ne l'a pas remercié. Elle s'est juste tenue là, l'étudiant avec une intensité qui faisait piquer sa peau. Derrière elle, la masse de guerriers restait immobile, observant. Finalement, elle a parlé, sa voix portant à travers l'espace entre eux. Il veut te voir. Pas une demande. Une déclaration. Hollis a avalé difficilement. Qui? L'expression de Kaya n'a pas changé. Celle à qui tu as donné le cheval est sa fille. Tu as pris quelque chose à lui sans demander. Maintenant, il va décider ce que cela signifie. Les mots ont atterri comme des pierres dans sa poitrine. Derrière Kaya, la formation s'est ouverte. Un seul cavalier a émergé du centre, avançant avec une lenteur délibérée. La silhouette était plus large que les autres, imposante. Même à distance, Hollis pouvait sentir le poids de l'autorité émanant de lui. Kaya s'est tournée légèrement, faisant un geste vers le cavalier en approche. C'est Nahali, et tu es sur le point d'apprendre ce qui arrive quand tu interfères avec sa famille. Nahali bougeait comme l'eau sur la pierre, fluide, inévitable, imparable. Son cheval marchait avec soin, les sabots frappant la terre dure en rythme mesuré. Alors qu'il approchait, des détails ont émergé qui ont fait accélérer le pouls de Hollis. L'homme était plus âgé qu'il ne s'y attendait. Du gris filait à travers les cheveux noirs qui tombaient au-delà de ses épaules. Des cicatrices marquaient ses bras, visibles même à distance. Des lignes qui racontaient des histoires de survie. Mais c'était son visage qui tenait Hollis figé, buriné, dur, et complètement illisible. Hollis s'est forcé à se tenir droit. Ses jambes semblaient faibles, mais il a verrouillé ses genoux. Courir n'était pas une option. Supplier n'aiderait pas. Quel que soit le jugement qui arrivait, il l'affronterait debout. Nahali s'est arrêté à 20 pieds et a mis pied à terre en un mouvement fluide. Il a atterri sans bruit, les pieds plantés larges. Pendant plusieurs secondes, il a simplement regardé Hollis. Pas avec colère, pas avec curiosité, avec quelque chose de plus proche de l'évaluation, comme un homme examinant un objet dont il ne comprenait pas encore le but. La bouche de Hollis s'est asséchée. Il voulait parler pour expliquer, mais les mots restaient coincés dans sa gorge. Que pouvait-il bien dire? Qu'il avait eu pitié d'elle? Qu'il ne pouvait pas rester là et regarder? Que quelque chose en lui s'était brisé quand il avait vu cette jeune sœur saigner. Rien de tout cela n'aurait d'importance. Pas pour un père qui venait d'apprendre qu'un étranger avait touché au destin de sa famille. Nahali a marché vers l'avant, chaque pas délibéré. Il s'est arrêté à portée de main, assez près pour que Hollis puisse voir les lignes profondes autour de ses yeux, la position de sa mâchoire, la façon dont sa respiration restait parfaitement contrôlée. De près, l'homme était encore plus imposant, plus grand que Hollis de 2 pouces, plus large aux épaules. Tout chez lui parlait d'une force venue de décennies de nécessité, pas de choix. Tu leur as donné le cheval. La voix de Nahali était basse, graveleuse, mais claire.
Un Anglais parlait avec une précision soignée. Hollis a hoché la tête. Sa voix est sortie plus rauque que prévu. Oui. Pourquoi? La question a atterri comme un défi. Hollis a senti le poids de 200 guerriers observant derrière Nahali. Un mot faux, une insulte perçue, et cela finissait mal. Mais mentir semblait pire que mourir. Elles en avaient plus besoin que moi. Les yeux de Nahali se sont plissés. Tu savais qui elles étaient? Non. Tu savais ce que donnait ton dernier animal signifiait. La mâchoire de Hollis s'est serrée. Oui, et tu l'as fait quand même. Ce n'était pas une question. Hollis n'a rien dit. Nahali a fait un autre pas en avant, fermant la distance jusqu'à ce qu'il soit presque poitrine contre poitrine. Si près, Hollis pouvait voir le léger tremblement dans les mains de l'homme plus âgé. Pas de peur ou de faiblesse, mais de quelque chose de retenu, quelque chose de tenu fermement sous contrôle. Ma fille m'a dit ce que tu as fait. Nidita, la plus jeune. Elle serait morte sans ce cheval. Elles étaient chassées. 3 hommes les suivaient depuis l'aube. Si elles avaient été attrapées à pied, il n'a pas fini. Il n'avait pas besoin de le faire. Hollis a senti quelque chose bouger dans sa poitrine. Est-ce qu'elle va bien? L'expression de Nahali a vacillé. Juste pour un moment. Quelque chose comme de la surprise a traversé ses traits. Puis c'est parti, remplacé par ce même masque illisible. Elle est en vie grâce à toi. Les mots auraient dû apporter du soulagement. Au lieu de cela, ils ont flotté dans l'air comme une phrase inachevée. Nahali s'est tourné légèrement, jetant un coup d'œil vers les guerriers. Puis il a regardé Hollis à nouveau. Et cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son regard. Quelque chose qui a fait tomber l'estomac de Hollis. 3 hommes traquaient mes filles. Ils ont été trouvés ce matin, à une demi-journée de cheval d'ici. Hollis a attendu, la tension s'enroulant dans ses tripes. Il posait des questions sur un éleveur, un homme blanc vivant seul. Il voulait savoir s'il avait vu 2 femmes apaches. Ils allaient venir ici ensuite. L'implication a frappé comme un point. Ces hommes se dirigeaient vers son ranch à la recherche des sœurs. Si Hollis avait gardé le cheval. S'il avait renvoyé les femmes à pied, elles auraient été attrapées et il aurait été interrogé. Peut-être pire. Tu n'as pas juste sauvé mes filles, a dit Nahali doucement. Tu t'es fait une cible. Derrière lui, les guerriers ont bougé. Pas de manière menaçante, plus comme une anticipation. Nahali a reculé, créant de l'espace. Sa main a bougé vers son côté, et le corps entier de Hollis s'est rigidifié. Mais Nahali n'a pas dégainé d'arme. Au lieu de cela, il a atteint la poche en cuir à sa ceinture et a sorti quelque chose. Un morceau de tissu usé. Non, une lanière de cuir, tressée et vieille, avec des marques que Hollis ne reconnaissait pas. Nahali l'a tendue. Tu vas devoir venir avec nous. Hollis a fixé l'objet offert, son esprit s'emballant. Venir avec vous? L'expression de Nahali est restée inchangée. Ces hommes avaient des amis. D'autres arrivent. Ils savent que tu as aidé mes filles. Si tu restes ici, tu ne survivras pas à la semaine. Le poids de cette déclaration s'est installé sur Hollis comme du givre. Et si je vais avec vous? Sa voix s'élevait à peine au-dessus d'un murmure. Les yeux de Nahali se sont verrouillés sur les siens. Alors tu vivras assez longtemps pour comprendre ce que tu as fait. Hollis n'avait rien à emballer. Les quelques biens qu'il possédait, une chemise de rechange, une tasse en étain, une couverture usée, tenaient dans un sac en toile qui pendait léger contre son épaule. Il a jeté un dernier regard au ranch, à la structure qui avait été la sienne pendant 5 ans, et n'a rien ressenti. La sécheresse l'avait tué bien avant aujourd'hui. 2 guerriers l'ont flanqué alors qu'ils chevauchaient, pas exactement comme des gardes, mais pas comme des compagnons non plus. Il l'observait avec la même attention prudente que quelqu'un pourrait donner à un loup amené au camp, incertain s'il allait mordre ou s'incliner. Le voyage a pris la majeure partie de la journée. Ils ont traversé un terrain que Hollis connaissait de loin mais n'avait jamais traversé à pied ou à cheval. Des passages rocheux qui nécessitaient une navigation prudente. Des lits de rivières asséchées où la terre craquait comme du vieux cuir. Le paysage s'étendait sans fin et impitoyable, n'offrant aucune ombre et aucune pitié. Personne ne parlait. Le silence pressait contre lui, plus lourd que la chaleur. Hollis gardait les yeux devant, essayant de lire la situation. Les guerriers bougeaient avec une efficacité pratiquée, chacun alerte, mais pas tendu. Ce n'était pas un groupe de guerre.
C'était une escorte. Mais pourquoi? Alors que le soleil commençait sa descente, projetant de longues ombres sur la terre, ils ont franchi une crête. En bas, niché contre une paroi de canyon, se trouvait le campement. Des douzaines d'abris construits en peau et en bois, arrangés en formation soignée. De la fumée s'élevait de plusieurs feux. Des enfants couraient entre les structures, leurs voix portant faiblement sur le vent. Des femmes travaillaient près des flammes, préparant la nourriture, s'occupant des tâches qui maintenaient les communautés en vie. Cela ne ressemblait en rien à ce que Hollis avait imaginé. Ce n'était pas un camp de guerre. C'était un foyer. Ils sont descendus dans le camp et l'activité s'est arrêtée. Les visages se sont tournés vers eux, des expressions allant de la curiosité à la suspicion. Quelques anciens se tenaient près du feu central, observant avec des yeux qui avaient trop vu pour être facilement trompés. Nahali a mis pied à terre le premier. Il a parlé dans sa propre langue, les mots coulant avec autorité. Une partie de la tension dans les visages d'observateurs s'est apaisée, mais pas toute. Hollis pouvait sentir le poids du jugement, les questions posées sans voix. Qui est cet étranger? Pourquoi est-il ici? Qu'a-t-il fait? Kaya est apparue de l'un des plus grands abris, se déplaçant rapidement vers le côté de Nahali. Elle a parlé doucement, faisant un geste vers une plus petite structure au bord du camp. Nahali a hoché la tête, puis s'est tournée vers Hollis. Tu resteras là ce soir. De la nourriture sera apportée. Ne t'éloigne pas. Ce n'était pas une suggestion. Hollis a suivi là où Kaya menait, très conscient des yeux traquant son mouvement. L'abri était modeste, à peine assez haut pour se tenir debout avec une seule ouverture couverte par une peau. À l'intérieur, un lit de camp gisait sur le sol avec une outre d'eau et un petit tas de viande séchée. Kaya s'est arrêtée à l'entrée pour la première fois depuis qu'ils avaient quitté son ranch. Elle l'a regardé directement. « Ma sœur veut te voir. » La poitrine de Hollis s'est serrée. Est-elle? Elle récupère. La blessure était profonde mais propre. Elle marchera à nouveau. L'expression de Kaya est restée gardée. Elle ne comprend pas pourquoi tu l'as fait. Aucun de nous ne comprend. Hollis n'avait pas de réponse à cela. Il le comprenait à peine lui-même. Kaya l'a étudié un autre moment, puis a parlé à nouveau, sa voix plus basse. Les hommes qui nous traquaient, ce n'étaient pas des chasseurs au hasard. Ils travaillaient pour quelqu'un qui a des raisons de vouloir la mort de la famille de notre père. Les mots se sont installés comme de la glace dans les tripes de Hollis. Qui? Nous ne savons pas encore. Mais ils sont organisés, bien financés, et ils ne s'arrêteront pas parce que 3 de leurs hommes ont disparu. Elle a fait une pause. En nous aidant, tu t'es mis sur leur chemin. C'est pourquoi Père t'a amené ici. Si tu étais resté à ce ranch, il t'aurait trouvé et il t'aurait fait parler avant de te tuer. Hollis a senti ses mains se fermer en poing. Je n'ai pas demandé de protection. Non, tu n'as rien demandé. C'est pourquoi tu respires encore. Le regard de Kaya s'est durci. Mon père a vu beaucoup d'hommes blancs. La plupart veulent de la terre. Certains veulent de l'or. D'autres veulent prouver quelque chose. Mais toi, elle a secoué la tête légèrement. Tu as donné la seule chose qui te maintenait en vie, et tu n'as rien demandé en retour. Cela le confond. Et ce qui confond mon père, il l'étudie. Avant que Hollis ne puisse répondre, une agitation a éclaté près du périmètre du camp. Des voix élevées en alarme. Les guerriers ont bougé avec une urgence soudaine, saisissant des armes, formant des positions défensives. Kaya a tourné sur elle-même vers le son, le corps se tendant. Reste ici. Elle a sprinté vers la perturbation, laissant Hollis seul à l'entrée de l'abri. À travers les espaces entre les structures, il pouvait voir les guerriers se rassembler au bord du camp. Quelqu'un criait, des mots indistincts, mais urgents. Nahali a marché vers le groupe, sa présence commandant une attention immédiate. Hollis a fait un pas en avant malgré l'ordre de rester. Son pouls martelait dans ses oreilles. Quelque chose n'allait pas. Il pouvait le sentir dans le changement soudain d'énergie, la façon dont même les enfants étaient devenus silencieux. Un guerrier a couru dans le camp, respirant fort. Ses vêtements étaient déchirés. La poussière et la sueur recouvraient sa peau. Il a parlé rapidement à Nahali, faisant un geste vers l'horizon. L'expression de Nahali s'est assombrie. Il a aboyé des ordres et le camp a explosé en un chaos contrôlé. Les guerriers montaient à cheval. Les anciens faisaient entrer les enfants dans les abris. Les femmes rassemblaient leurs propres armes.
Olis a attrapé Kaya alors qu'elle passait précipitamment. Que se passe-t-il? Elle a dégagé son bras, les yeux flamboyants. Ils nous ont trouvés. Un groupe de cavaliers, peut-être 20, se dirigeant par ici. Son estomac a chuté. Les hommes chassant votre famille? Pire. Elle l'a regardé avec quelque chose proche de l'accusation. Ils ne nous chassent plus seulement nous. Ils posent des questions sur un éleveur, un homme blanc qui a aidé 2 femmes apaches à s'échapper. L'implication s'est écrasée sur lui comme une vague. Il ne venait pas seulement pour la famille de Nahali. Il venait pour lui aussi. Nahali n'a pas perdu de temps avec des explications. Il s'est déplacé à travers le camp, donnant des ordres, sa voix coupant à travers la tension montante comme une lame à travers du tissu. Les guerriers ont répondu instantanément, formant des positions défensives le long du bord du canyon. Les archers ont pris des positions élevées. D'autres ont créé des barrières utilisant tous les matériaux disponibles. Des charrettes, des paquets de ravitaillement, même des selles empilées stratégiquement. Olis se tenait près de son abri assigné, l'utilité et l'impuissance se faisant la guerre dans sa poitrine. Il n'était pas l'un d'eux. Il n'avait aucune place dans leur défense. Mais rester inactif pendant que des gens qui lui avaient offert protection affrontaient le danger semblait faux à un niveau qu'il ne pouvait articuler. Kaya est réapparue bougeant avec détermination. Elle a poussé un fusil dans ses mains. Le sien, pris au ranch. Si tu sais t'en servir, utilise-le. Si tu ne sais pas, reste hors du chemin. Olis a vérifié la chambre. Toujours chargée. Il l'a regardée. Je ne me cache pas pendant que d'autres se battent à cause de moi. Quelque chose a vacillé dans son expression. Pas tout à fait du respect, mais une reconnaissance. Alors reste près de Père. Il te dira où te positionner. Elle s'est éloignée avant qu'il ne puisse répondre. Olis a trouvé Nahali près du centre de la formation défensive, parlant avec 3 guerriers plus âgés. Des cartes dessinées dans la terre montraient la disposition du canyon, les routes d'évasion, les points vulnérables. Nahali a levé les yeux alors que Olis approchait, son regard vif et évaluateur. Tu sais tirer? Assez bien. Nahali a fait un geste vers une position derrière une formation rocheuse naturelle qui offrait à la fois une couverture et une ligne de vue claire vers l'entrée du camp. Là. Ne tire pas sauf si je donne l'ordre. Nous ne savons pas encore ce qu'ils veulent. Olis s'est déplacé en position, son cœur martelant contre ses côtes. Le soleil s'était presque couché, peignant tout en nuances d'orange et d'ombre. Dans la lumière déclinante, les cavaliers en approche sont devenus visibles. Des formes sombres franchissant la crête au-dessus du canyon. 20. Juste comme l'éclaireur l'avait rapporté, peut-être plus derrière eux. Ils chevauchaient en formation, confiants et non pressés. Ce n'étaient pas des vagabonds au hasard ou des voleurs opportunistes. Ce groupe bougeait avec une précision militaire. Nahali s'est avancé, se tenant en terrain découvert où il pouvait être clairement vu. Il ne tenait aucune arme. Ses mains restaient à ses côtés, posture droite et inflexible. Le message était clair. Il ne reculait pas, mais il n'attaquait pas le premier non plus. Les cavaliers sont descendus dans le canyon, s'étalant en un demi-cercle lâche qui coupait la sortie principale. Leur chef a mis pied à terre, un homme grand avec une barbe devenant grise, vêtu de cuir usé, et se portant comme quelqu'un habitué à l'autorité. 2 autres le flanquaient, les mains reposant sur leurs armes dans leurs étuis. L'homme barbu a parlé, sa voix portant à travers l'espace. Nous cherchons 2 femmes, apaches, jeunes, l'une blessée. Nous avons des raisons de croire qu'elles sont passées par ici. L'expression de Nahali est restée impassible. Beaucoup de gens passent par ici. Ces 2-là ont été aidés par un éleveur, un homme blanc vivant seul au nord d'ici. Nous devons lui parler aussi. De sa position derrière les rochers, Olis a senti son sang se glacer. Il ne prétendait même pas qu'il s'agissait d'autre chose. Il l'avait relié aux sœurs. Il savait exactement ce qui s'était passé. Nahali n'a pas bougé. Pourquoi les cherchez-vous? La mâchoire de l'homme barbu s'est serrée. C'est entre nous et elle. Pas votre affaire. Tout ce qui se passe sur cette terre est mon affaire. La voix de Nahali est restée égale. Mais quelque chose de dangereux bordait le dessous. Vous chevauchez dans mon camp, armé, faisant des demandes. Cela en fait mon affaire. La tension s'est épaissie. Olis a regardé les autres cavaliers bouger sur leurs selles, les mains se rapprochant des armes. C'était à un souffle de la violence. L'homme barbu a fait un pas en avant.
Nous ne voulons pas d'ennui avec vous. Donnez-nous ce pourquoi nous sommes venus et nous partirons pacifiquement. Et si je refuse? La question a flotté dans l'air comme de la fumée. L'expression de l'homme barbu s'est durcie. Alors nous prendrons ce pourquoi nous sommes venus d'une manière ou d'une autre. Derrière les rochers, le doigt de Hollis a bougé vers la gâchette. Chaque muscle de son corps lui criait de rester caché, de laisser Nahali gérer cela. Mais la vérité était suffocante. Ces hommes étaient ici à cause de lui, parce qu'il avait fait un choix qui avait attiré d'autres dans le danger. Avant de pouvoir se remettre en question, Hollis s'est levé. Il est sorti de derrière la couverture, le fusil tenu lâchement mais prêt, et a marché vers la position de Nahali. Chaque œil s'est tourné vers lui. L'expression de l'homme barbu est passée de l'agacement à la reconnaissance. C'est lui, l'éleveur. Hollis s'est arrêté à côté de Nahali, assez près pour montrer sa solidarité, mais pas si près qu'il encombrerait l'autorité de l'homme plus âgé. Il a regardé directement l'homme barbu. « Je suis là. Parlons. » Nahali ne l'a pas regardé, mais sa voix était calme. Destinée seulement à Hollis. « Ce n'est pas ton combat. » Hollis a gardé les yeux sur les étrangers. « Vous avez dit, je me suis fait une cible. Il semble que la cible doive affronter ce qui arrive. » Pendant un moment, rien n'a bougé. Le canyon retenait son souffle. Puis l'homme barbu a souri. Ce n'était pas une expression plaisante. Courageux. Stupide, mais courageux. Il a fait un geste à ses hommes. Amenez-le. 2 cavaliers ont éperonné leurs chevaux en avant, fermant la distance rapidement. Nahali a bougé si vite que Hollis l'a à peine vu. Un moment, il se tenait immobile. Le suivant, il s'était positionné entre Hollis et les cavaliers en approche, sa main levée dans un geste qui les a arrêtés net. Personne ne prend qui que ce soit de mon camp sans ma permission. Le sourire de l'homme barbu s'est effacé. Vous le protégez, un homme blanc, après ce que son espèce a fait à la vôtre? La voix de Nahali a chuté vers quelque chose de plus froid que ce que Hollis avait entendu jusqu'à présent. Il a donné à mes filles son dernier cheval. Cela fait de lui un parent. Et personne ne touche à ma famille. Les mots ont atterri comme le tonnerre. L'expression de l'homme barbu s'est assombrie. Sa main a bougé vers son arme et tout a explosé. Le premier coup de feu a craqué à travers le canyon comme un os qui casse. Hollis s'est jeté au sol par instinct. La terre explosant à quelques pouces de là où il se tenait. Nahali a bougé avec lui, tous deux atteignant la couverture derrière une charrette de ravitaillement alors que le chaos éclatait autour d'eux. Les guerriers apaches ont riposté depuis des positions élevées. Leur visée précise et dévastatrice. 3 des cavaliers de l'homme barbu sont tombés lors de la première salve. Les autres se sont dispersés, cherchant tout abri que le canyon offrait. Les chevaux hurlaient et s'emballaient. La poussière s'élevait en nuages étouffants. Hollis a pressé son dos contre la charrette, respirant fort. Son fusil semblait lourd dans ses mains. À côté de lui, Nahali restait parfaitement calme, évaluant le champ de bataille avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait survécu à trop de combats pour paniquer lors d'un de plus. Combien de cartouches as-tu? La voix de Nahali a coupé à travers le bruit. Hollis a vérifié. 12. Fais-les compter. Un cavalier a chargé vers leur position. Arme levée. Hollis a visé, stabilisé sa respiration, et tiré. L'homme a giclé en arrière, tombant de sa selle. Le cheval a continué de courir, disparaissant dans la fumée en confusion. La main de Hollis tremblait. Il avait chassé toute sa vie. Des cerfs, du petit gibier. Une fois un ours qui avait menacé le bétail, mais il n'avait jamais tiré sur une personne. Le poids de cela s'est installé dans sa poitrine comme une pierre. Concentre-toi. La voix de Nahali l'a tiré vers le présent. Regrette plus tard. Survis maintenant. 2 autres cavaliers ont surgi de la couverture, tentant de flanquer leur position. Les guerriers apaches les ont interceptés avant qu'ils ne puissent fermer la distance. La confrontation a dégénéré en combat au corps à corps. Brutal, efficace, terminé en quelques secondes. L'homme barbu n'était visible nulle part. Hollis a scanné le chaos, essayant de localiser le chef. S'il pouvait l'arrêter, peut-être que les autres battraient en retraite. Peut-être que cela pourrait finir sans plus d'effusion de sang. Une silhouette a bougé près du bord du camp, rampant vers l'endroit où les femmes et les enfants avaient pris abri. Pas l'homme barbu, mais l'un de ses lieutenants,
un homme plus jeune avec une cicatrice courant le long de sa joue. Il portait un couteau, bougeant avec la furtivité pratiquée de quelqu'un entraîné à tuer silencieusement. L'estomac de Hollis a chuté. Là, se dirigeant vers les abris. Nahali l'a vu instantanément, il a sifflé. Un son aigu, distinctif qui a coupé à travers le bruit. 2 guerriers se sont détachés de leur position, bougeant pour intercepter. Mais l'homme cicatrisé était plus proche. Il avait atteint les abris le premier. Hollis n'a pas réfléchi. Il est sorti de la couverture, courant bas et vite. Ses bottes martelaient contre la terre dure. La distance s'est fermée en ce qui a semblé des heures, mais ne pouvait être que des secondes. L'homme cicatrisé a atteint l'entrée de l'abri, tendant la main vers la couverture en peau. Hollis l'a percuté comme un bélier. Ils se sont écrasés au sol ensemble, roulant dans la terre. Le couteau a volé de la prise de l'homme, atterrissant plusieurs pieds plus loin. Hollis a rampé pour l'atteindre, mais l'homme cicatrisé a récupéré plus vite que prévu. Un poing a connecté avec la mâchoire de Hollis, faisant claquer sa tête en arrière. Des étoiles ont éclaté à travers sa vision. Ils ont lutté dans la terre, aucun ne pouvant prendre l'avantage. L'homme cicatrisé était plus jeune, plus rapide, mais Hollis avait travaillé dans un ranch pendant des années. Sa force venait de la nécessité de transporter de l'eau et de réparer des clôtures, et de faire tout ce que la terre exigeait. Il a verrouillé ses bras autour du torse de l'homme et a serré jusqu'à ce qu'il sente les côtes grincer. L'homme cicatrisé a halté, luttant pour se libérer. Hollis a tenu bon, versant tout ce qu'il avait pour maintenir la prise. Ses muscles brûlaient, sa vision se brouillait, mais il n'a pas lâché. Kaya est apparue au-dessus d'eux, arme à la main. Elle n'a pas hésité. Une frappe précise et l'homme cicatrisé est devenu mou. Hollis l'a relâché, haletant pour de l'air. Son corps entier lui faisait mal. Kaya a offert sa main, le tirant sur ses pieds. Tu es soit très courageux, soit très stupide. Les deux, probablement. Hollis a récupéré son fusil, vérifiant qu'il n'avait pas été endommagé dans la lutte. Les combats avaient pour la plupart cessé. Des corps gisaient éparpillés à travers le camp. Plus d'attaquants que de défenseurs, mais le coup était quand même visible. Les guerriers blessés étaient soignés. Les attaquants restants avaient battu en retraite au-delà du bord du canyon. Se regroupant, Nahali a marché vers eux, son expression sombre. Ils reviendront. Ce n'était que la première tentative. Hollis a essuyé le sang de sa lèvre fendue. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils si déterminés? Avant que Nahali ne puisse répondre, une voix a appelé depuis l'extérieur du périmètre du camp. L'homme barbu toujours en vie, toujours aux commandes. Nahali, nous devons parler. La mâchoire de Nahali s'est serrée. Il a bougé vers la voix et Hollis a suivi malgré chaque instinct criant de rester derrière la couverture. L'homme barbu se tenait à la limite de portée de fusil, les mains levées, mais les armes toujours dans les étuis. Ces hommes restants le flanquaient. Moins nombreux maintenant, mais toujours dangereux. Vous avez fait votre point, a appelé l'homme barbu. Mais cela ne finit pas ici. Vous le savez. La voix de Nahali a porté à travers la distance, froide et claire. Alors dis-moi pourquoi. Pourquoi chasser mes filles? Pourquoi traquer cet éleveur? Qui vous a envoyé? L'expression de l'homme barbu s'est tordue en quelque chose presque comme de la pitié. Vous ne savez vraiment pas, n'est-ce pas? Vos filles ont vu quelque chose qu'elles n'auraient pas dû, quelque chose que des hommes puissants veulent enterrer. Et l'éleveur, il a fait un geste vers Hollis. Il est devenu un témoin au moment où il les a aidés. Hollis a senti la glace se répandre dans ses veines. Qu'ont-elles vu? L'homme barbu a souri sans humour. Demandez-leur si elles vous le diront, mais sachez ceci. Nous ne sommes pas les seuls à chercher. Et le prochain groupe qui viendra ne sera pas aussi indulgent. Il s'est tourné pour monter son cheval, puis a fait une pause, regardant en arrière. Vous vous êtes acheté un peu de temps aujourd'hui. Utilisez-le sagement. Comprenez ce que vous protégez vraiment parce qu'une fois que vous connaîtrez la vérité, vous pourriez souhaiter les avoir livrés. Les cavaliers restants ont disparu dans l'obscurité grandissante, laissant seulement de la poussière et la promesse de violence future. Nahali est resté immobile, les regardant partir. Puis il s'est tourné vers Hollis, et dans ses yeux il y avait quelque chose que Hollis n'avait pas vu auparavant. De la peur. Nahali n'a pas parlé alors qu'il retournait au centre du camp. Les blessés étaient traités. Les corps des tombés couverts de couvertures. L'air sentait la poudre et le sang.
Les enfants regardaient depuis les abris, les yeux grands ouverts avec le genre de peur qui prendrait des années à s'estomper. Hollis a observé le visage de Nahali alors qu'il marchait. L'homme qui s'était tenu si confiant contre 20 cavaliers armés portait maintenant de la tension dans ses épaules, une crispation autour de ses yeux qui parlait d'une inquiétude plus profonde que le combat lui-même. Ils se sont arrêtés devant le plus grand abri d'où Kaya avait émergé plus tôt. Nahali s'est tourné vers Hollis, et quand il a parlé, sa voix était assez basse pour que seuls eux puissent entendre. Ce que je suis sur le point de te montrer change tout. Une fois que tu sais, il n'y a pas de retour à ton ranch, pas de prétention que tu es juste un homme qui a aidé des étrangers. Tu comprends? Hollis a croisé son regard. Je pense avoir passé ce point quand je leur ai donné le cheval. Quelque chose qui aurait pu être du respect a vacillé sur les traits de Nahali. Il a tiré la couverture en peau et a fait signe à l'intérieur. L'intérieur de l'abri était faiblement éclairé par une seule lampe. Nidita gisait sur un lit de camp, sa jambe blessée surélevée et bandée. Elle semblait pâle mais alerte, ses yeux sombres les traquant alors qu'ils entraient. Kaya était assise à côté de sa sœur, une main reposant protectrice sur l'épaule de Nidita. Nahali s'est agenouillée près de ses filles, sa présence remplissant le petit espace. Dis-lui ce que tu as vu. La mâchoire de Kaya s'est serrée. Père, il a besoin de savoir. Il a risqué sa vie. Il a mérité la vérité. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Puis Nidita a bougé, grimaçant au mouvement. Quand elle a parlé, sa voix était plus calme que Hollis ne l'attendait, mais stable. Nous chassions à 3 jours au nord d'ici, près du canyon où se trouvait l'ancien poste de traite. Elle a fait une pause, rassemblant des forces. Nous avons entendu des voix. Des hommes, alors nous sommes restés cachés, avons observé depuis la crête au-dessus. Hollis a attendu, la tension montant dans sa poitrine. Il y en avait 5, a continué Nidita, bien habillés, pas des éleveurs ou des trappeurs. Ils ressemblaient à des hommes du gouvernement, officiel. Il rencontrait quelqu'un, un homme en vêtements coûteux qui est arrivé avec 2 gardes. Kaya a repris l'histoire, sa voix plus dure. Ils négociaient. Les hommes du gouvernement voulaient de la terre. Un morceau spécifique de territoire qui appartient à plusieurs tribus, y compris la nôtre, une terre sacrée, des sites funéraires. L'homme riche offrait de les aider à la prendre pour un prix. Hollis a senti son estomac se retourner. Comment? En faisant croire que nous avions violé les termes du traité, en mettant en scène des attaques, en blâmant notre peuple, en leur donnant une justification pour nous déplacer de la terre. Les mains de Kaya se sont fermées en poing. Ils en ont discuté ouvertement. Combien devraient mourir pour rendre cela convaincant? Quels établissements frapper en premier? Les implications se sont écrasées sur Hollis comme une vague. La saisie de terre n'était pas nouvelle. Il avait entendu des histoires, vu des familles déplacées, regardé des promesses être brisées avec une efficacité bureaucratique. Mais c'était différent. C'était prémédité, organisé, un meurtre déguisé en politique. Ils vous ont vu. Hollis a regardé Nidita. Elle a hoché la tête. Un des gardes. Il nous a repérés sur la crête. Nous avons couru. Ils ont suivi. Nous courons depuis. La voix de Nahali était calme, mais portait du poids. S'ils réussissent, des douzaines de familles seront forcées de quitter la terre que nous détenons depuis des générations. Si nous résistons, ils auront une justification pour la violence. Si nous nous soumettons, nous perdons tout de même. L'esprit de Hollis s'emballait. Mais si vous avez des témoins, si Nidita et Kaya peuvent témoigner de ce qu'elles ont entendu, qui les croirait? La voix de Kaya était tranchante. 2 femmes apaches contre des officiels du gouvernement et des hommes d'affaires riches. Dans quel tribunal ce témoignage compterait-il? La question pesait lourd parce qu'ils connaissaient tous la réponse. Aucun. Nahali s'est levé, son cadre bloquant la plupart de la lumière de la lampe. C'est pourquoi ils chassent si implacablement. C'est pourquoi d'autres viendront. Ces hommes ne peuvent pas se permettre de laisser des témoins. Et maintenant tu es un témoin aussi. Tu les as abrités. Tu les as aidés à s'échapper. Cela te rend dangereux pour leur plan. Hollis a senti le plein poids de son choix s'installer sur ses épaules. Il avait su que donner le cheval était risqué, mais il n'avait pas su que cela l'entraînerait dans quelque chose d'aussi grand, d'aussi organisé, d'aussi mortel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sa voix est sortie plus rauque que prévu. Nahali l'a étudié pendant un long moment. Nous
Tu as déjà fait plus que quiconque n'avait le droit d'attendre. Tu pourrais partir, disparaître, changer ton nom, recommencer ailleurs. Hollis a pensé à son ranch, déjà mort, à sa vie là-bas, déjà finie. Il a pensé au moment où il avait vu ses deux sœurs, épuisées, saignant, n'attendant rien, et comment quelque chose en lui s'était brisé à cette vue. Non, a-t-il dit doucement. Je leur ai donné le cheval. Cela fait d'elle ma parenté, non? C'est ce que tu as dit à ces cavaliers. L'expression de Nahali n'a pas changé, mais quelque chose a bougé dans ses yeux. Tu comprends ce que cela signifie? Tu choisis ce combat, tu choisis de te tenir contre des gens avec des ressources et de l'autorité, et la volonté de tuer quiconque les menace. Hollis a croisé son regard fermement. Je choisis de ne pas fuir des gens qui veulent assassiner des familles pour pouvoir voler de la terre. Cela semble être un choix assez clair pour moi. Pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, Nahali a souri. C'était bref, à peine visible dans la lumière faible, mais authentique. Alors nous planifions, parce que courir ne sauvera personne. Mais la vérité, correctement livrée aux bonnes personnes, le pourrait. Kaya a regardé entre eux. Père, même si nous trouvons quelqu'un pour écouter, ces hommes viendront pour nous avant que nous puissions atteindre quiconque qui compte. Le sourire de Nahali s'est effacé. Je sais. C'est pourquoi nous devons bouger ce soir avant qu'ils ne se regroupent. Avant qu'ils n'amènent plus d'hommes. Le pouls de Hollis a accéléré. Bouger où? Nahali s'est tourné pour lui faire face complètement. Il y a un marshal fédéral à 2 jours de cheval d'ici. C'est l'un des rares officiels que j'ai rencontrés qui honore réellement sa parole. Si nous pouvons l'atteindre, lui dire ce que mes filles ont vu. Lui montrer la preuve. Quelle preuve? Hollis a interrompu. Nidita a atteint le dessous de son lit de camp et a sorti un morceau de papier plié, usé et taché, mais intact. J'ai attrapé ça dans la sacoche de l'homme riche. Pendant qu'ils étaient distraits à nous chercher. Elle l'a tendu à Hollis. Il l'a déplié soigneusement, le tenant vers la lampe. C'était un contrat détaillé, spécifique, décrivant les paiements, les délais et les méthodes pour retirer les familles natives des territoires désignés, des signatures en bas, des sceaux officiels, des tampons gouvernementaux, des noms que Hollis ne reconnaissait pas, mais qui détenaient clairement de l'autorité. Ses mains tremblaient alors qu'il lisait. Ce n'était pas de la spéculation. C'était une preuve. Ils tueront tout le monde dans ce camp pour récupérer ça. Hollis a dit doucement. Nahali a hoché la tête. Oui, c'est pourquoi nous partons dans 1 heure. Petit groupe, rapide. Toi, moi, mes filles, et 2 guerriers à qui je confie ma vie. Et tout le monde d'autre? Ils se dispersent, se cachent, rendent impossible de tracer où nous sommes allés. La voix de Nahali était ferme. C'est la seule façon d'apporter cette preuve au marshal où tout le monde meurt de toute façon. Hollis a regardé le contrat à nouveau, les signatures qui condamnaient des gens à mort pour le profit. Il a pensé à son ranch vide, sa vie morte, le choix qu'il avait fait qui menait à ce moment. 1 heure, a-t-il accepté. Dehors, le camp a commencé à bouger avec un but urgent. Des familles rassemblant des biens, se préparant à disparaître dans la nuit. Des guerriers vérifiant les armes, des chevaux étant préparés. Hollis se tenait à l'entrée de l'abri, regardant le chaos organisé, et se demandait si l'un d'entre eux survivrait assez longtemps pour livrer la vérité, et si quelqu'un s'en soucierait, même s'il le faisait. Ils ont chevauché à travers l'obscurité, guidés seulement par le clair de lune et la connaissance de Nahali d'un terrain que la plupart des hommes ne pouvaient pas naviguer en plein jour. 6 cavaliers au total, Nahali menant, suivi de Kaya et Nidita partageant un cheval. 2 guerriers nommés Takakota et Kuruk les flanquant et Hollis fermant la marche sur son propre cheval qui lui avait été rendu avant leur départ. Le même cheval qu'il avait donné. Le choix qui avait tout commencé. Ils ont voyagé en silence, poussant les chevaux aussi fort qu'ils l'osaient sans risquer de blessures. Derrière eux, le camp s'était dispersé comme des graines au vent, des familles disparaissant dans le paysage, se rendant invisibles. Hollis se demandait combien survivrait si ce plan échouait. Le contrat restait caché à l'intérieur de la chemise de Nahali, enveloppé dans un tissu huilé pour le protéger des éléments. Ce simple morceau de papier portait plus de poids que l'or. C'était une preuve, la différence entre la justice et le massacre. L'aube a percé froide et grise. Ils avaient couvert une distance significative, mais pas assez. Takakota, en reconnaissance de vent, est revenu avec des nouvelles qui ont tendu les échines de tout le monde. Des cavaliers, 8, peut-être 10, bougeant vite.
Il nous traque. La mâchoire de Nahali s'est serrée. À quelle distance? 1 heure derrière. Peut-être moins s'il ne s'arrête pas. Le groupe a échangé des regards. Le visage de Nidita était devenu pâle, sa jambe blessée causant clairement de la douleur malgré les bandages. La main de Kaya a bougé vers le fusil attaché à sa selle. Les guerriers ont vérifié leurs armes sans parler. Hollis a calculé les distances dans sa tête. 2 jours de cheval jusqu'au Marshall. Nahali avait dit qu'ils avaient couvert peut-être un tiers de cela. Si les poursuivants les rattrapaient maintenant, en infériorité numérique et en terrain découvert, le contrat ne compterait pas. Aucun d'eux ne survivrait pour le livrer. Nous devons gagner du temps, a dit Nahali, sa voix coupant à travers la tension. Séparons-nous. Faisons-les choisir. Kaya a secoué la tête immédiatement. Père, non. Non négociable. Le ton de Nahali ne laissait aucune place à l'argument. Takakota, Kuruk, vous emmenez mes filles au nord. Suivez la route de la rivière. Plus sûr mais plus long. L'éleveur et moi allons à l'est, attirer la poursuite. Hollis a compris instantanément. Le contrat était avec Nahali. Si les poursuivants le voulaient assez, il suivrait quiconque il pensait l'avoir. Et Nahali ne ferait confiance à personne d'autre pour porter quelque chose d'aussi important. Ils sauront que tu l'as, a dit Hollis doucement. Ils viendront sur toi avec tout. Nahali a croisé ses yeux. Oui, c'est pourquoi j'ai besoin de quelqu'un qui sait tirer droit et ne courra pas quand les choses tourneront mal. Ce n'était pas une question. C'était une déclaration de confiance que Hollis n'avait pas attendue, mais s'est retrouvé à accepter sans hésitation. Le groupe s'est séparé en quelques minutes. Takakota et Kuruk ont chevauché au nord avec les sœurs. Nidita jetant un dernier regard en arrière avant de disparaître dans un passage de canyon. Nahali et Hollis sont tournés vers l'est vers un terrain plus accidenté et les poursuivant derrière eux. Ils ont chevauché dur pendant une autre heure avant que Nahali ne signale de s'arrêter. Ils avaient atteint un passage étroit entre 2 formations rocheuses, défendables avec un terrain élevé des 2 côtés, mais des routes d'évasion limitées. Ici, a dit Nahali, mettant pied à terre. Nous faisons notre position. Hollis a glissé de son cheval, les jambes protestant après des heures de cheval. Nous ne pouvons pas les retenir pour toujours. Pas besoin de pour toujours. Juste assez longtemps pour que mes filles soient claires. Nahali a sorti le contrat de sa chemise, le regardant pendant un long moment. Puis il l'a tendu à Hollis. Si quelque chose m'arrive, rien ne t'arrive. Si quelque chose arrive, a continué Nahali fermement. Tu apportes ça au Marshal Garrett, ville appelée Rédemption, 2 jours au nord-est d'ici. Tu lui dis tout. Fais-le écouter. Hollis a pris le contrat. Le poids de celui-ci s'installant dans ses mains comme un fardeau qu'il n'avait pas demandé mais ne pouvait refuser. Pourquoi me faire confiance avec ça? L'expression de Nahali s'est adoucie légèrement. Tu as donné à mes filles ton dernier cheval. Tu aurais pu le garder, te sauver, les laisser mourir. Au lieu de cela, tu as choisi leur vie plutôt que ta propre survie. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur qui tu es. Avant que Hollis ne puisse répondre, le son de cavalier en approche a résonné à travers le passage. Trop de chevaux, trop près. Ils ont pris des positions sur des côtés opposés du passage, utilisant des rochers pour se couvrir. Hollis a vérifié son fusil. 8 cartouches restantes. Il aurait besoin de faire compter chaque coup. Les cavaliers sont apparus à l'entrée du passage. Pas 8 ou 10, 15. D'autres avaient rejoint la poursuite. L'homme barbu les menait, son visage tordu par la détermination. Il a repéré Nahali et Hollis immédiatement. Sa voix portait à travers la distance, tranchante et impitoyable. C'est votre dernière chance. Donnez-nous le contrat et vous pouvez partir. Nahali s'est levé, s'exposant complètement. Viens le prendre. La réponse a été immédiate. Fusil levé. Hollis a vu cela se produire. A vu la main de l'homme barbu tomber, a vu les doigts se serrer sur les gâchettes. Le temps s'est fracturé en moments individuels. Hollis a tiré le premier, faisant tomber le cavalier le plus proche. Le tir de Nahali a suivi, précis et mortel, mais il y en avait trop. Le feu de riposte a explosé autour d'eux, les balles ricochant sur la roche, soulevant de la terre et des fragments de pierre. Hollis a plongé derrière la couverture, rechargeant avec des mains tremblantes. Son cœur martelait contre ses côtes. Ce n'était pas comme le camp.
Il n'y avait pas de renfort venant, pas de guerrier pour égaliser les chances, juste 2 hommes contre 15. Une balle a frappé près de sa tête, assez près pour qu'il sente le déplacement d'air. Il a riposté aveuglément, forçant les attaquants à se mettre à couvert. À travers le passage, Nahali combattait avec une efficacité calme, chaque tir délibéré, mais même lui ne pouvait pas tenir pour toujours. L'homme barbu a appelé à nouveau, sa voix épaisse de frustration. Vous mourrez pour rien. Ce contrat ne changera rien. Hollis a pressé son dos contre la pierre. Respirant fort. Le contrat pressé contre sa poitrine, rangé en sécurité. Il a croisé les yeux de Nahali à travers le passage. L'homme plus âgé a hoché la tête une fois. Un geste de compréhension, d'acceptation. Ils allaient mourir ici. Mais le contrat survivrait. La vérité survivrait. Et parfois c'était assez. Hollis a levé son fusil, prêt pour ce qui viendrait ensuite. Le bruit de coups de feu venant de derrière les attaquants a tout changé. Hollis a levé les yeux de sa couverture, la confusion se mêlant à un espoir désespéré. Le groupe de l'homme barbu a tourné sur lui-même, pris entre deux forces. De nouveaux cavaliers ont afflué dans le passage. Une douzaine d'hommes en uniforme fédéraux, menés par un homme portant un badge de marshal qui attrapait la lumière du matin. Le marshal Garrett les avait trouvés le premier. L'équipe de l'homme barbu s'est dispersée immédiatement, mais il n'y avait nulle part où courir. Le passage n'offrait aucune route d'évasion. En quelques minutes, les officiers fédéraux avaient encerclé les attaquants restants, armes dégainées, ordre crié avec l'autorité de la loi derrière eux. Hollis a abaissé son fusil, les jambes tremblant si fort qu'il a dû s'appuyer contre le rocher pour rester debout. À travers le passage, Nahali a émergé de la couverture, du sang sur sa manche, mais toujours debout. Le marshal Garrett a mis pied à terre, son visage buriné sombre alors qu'il surveillait la scène. Il était plus âgé que Hollis ne l'attendait. Cheveux gris, ligne profonde autour d'yeux vifs qui avaient trop vu pour être facilement trompés. Il s'est approché de Nahali en premier, la reconnaissance claire entre eux. « J'ai eu vent que tu te dirigeais dans ma direction », a dit Garrett. « J'ai figuré que si tu faisais une course pour moi spécifiquement, la situation était mauvaise. » La réponse de Nahali était calme mais stable. « Pire que mauvaise. Nous avons la preuve d'une conspiration gouvernementale pour saisir des terres tribales par la violence fabriquée. » L'expression de Garrett s'est durcie. Il a regardé ses hommes sécurisant les prisonniers, puis est revenu à Nahali. « Montre-moi. » Hollis a sorti le contrat de l'intérieur de sa chemise, les mains tremblant encore de l'adrénaline. Il l'a tendu au marshal sans un mot. Garrett l'a déplié soigneusement, lisant en silence. Avec chaque ligne, son visage devenait plus sombre. Quand il a atteint les signatures en bas, il a juré dans sa barbe. Une malédiction courte et vicieuse qui portait plus de poids que la colère. Ce sont des officiels fédéraux, des hommes nommés. Il a regardé Nahali. Tu comprends ce que cela signifie? L'enquête que cela va déclencher. Je comprends que cela signifie que des familles ne seront pas massacrées pour le profit. La voix de Nahali était ferme. C'est assez. Garrett a hoché la tête lentement. Il s'est tourné vers Hollis, l'étudiant avec la même évaluation vive. Et vous êtes? L'éleveur qui a donné son cheval et s'est fait entraîner dans tout ça. La voix de Hollis est sortie plus amère qu'il ne l'avait voulu. Quelque chose a bougé dans l'expression de Garrett. Pas tout à fait de la sympathie, mais de la compréhension. Le rapport mentionnait un homme blanc qui a aidé les filles de Nahali à s'échapper. Disait que vous leur aviez donné votre dernier moyen de transport. Sachant que cela vous coûterait tout. Hollis n'a rien dit. Qui avait-il à dire? Garrett a plié le contrat soigneusement, le rangeant dans son manteau. Cette preuve sera entendue dans un tribunal approprié avec des témoins appropriés. Les hommes qui ont planifié cela en répondront. Il a fait un geste vers l'homme barbu capturé, maintenant ligoté par des officiers fédéraux, y compris vos amis ici, qui pensaient que l'intimidation et le meurtre étaient des outils acceptables. Le visage de l'homme barbu était cendré. Quelle que soit l'autorité qu'il pensait posséder, elle s'était évaporée au moment où la loi fédérale était arrivée. Il était passé de chasseur à proie en quelques secondes. Au cours de l'heure suivante, les hommes de Garrett ont sécurisé les prisonniers et pris des déclarations. Takakota et Kuruk sont arrivés avec Kaya et Nidita, ayant fait demi-tour quand ils ont entendu les coups de feu s'arrêter. Les retrouvailles entre Nahali et ses filles étaient calmes mais profondes, mains jointes, fronts se touchant, mots prononcés trop doucement pour que d'autres les entendent.
Kaya a approché Hollis pendant que son père parlait avec le marshal. Son expression était différente maintenant, plus douce. La suspicion qui avait marqué leurs premières interactions s'était transformée en autre chose. Mon père veut que tu reviennes avec nous au nouveau camp, ou que nous nous installions. Hollis la regardait surpris. Je ne suis pas. Je n'appartiens pas à votre peuple. Tu nous as donné ton dernier cheval. La voix de Kaya était stable. Cela fait de toi un parent. Les mots de père, pas les miens. Mais je suis d'accord avec eux. Elle a fait une pause. Tu n'as nulle part ailleurs où aller. Ton ranch est parti. Tu es recherché par les mêmes personnes qui nous voulaient morts. Venir avec nous n'est pas de la charité. C'est la famille prenant soin de la famille. Le mot est resté coincé dans la gorge de Hollis. Famille. Il avait été seul depuis si longtemps, il avait oublié ce que cela faisait. Nahali les a rejoints, son bras blessé maintenant bandé. Il a étendu sa main. Pas une poignée de main, mais une étreinte d'avant-bras. Guerrier à guerrier. Tu as donné à mes filles ton dernier cheval quand tu avais toutes les raisons de ne pas le faire. Tu t'es tenu à mes côtés quand tu aurais pu courir. Tu as protégé ce qui comptait quand il aurait été plus facile de le laisser brûler. Sa prise s'est resserrée. Cette dette ne peut être remboursée, mais elle peut être honorée. Tu as une place avec nous pour aussi longtemps que tu le veux. Hollis a senti quelque chose se détacher dans sa poitrine. Un nœud qu'il avait porté depuis que sa femme était morte. Depuis que la sécheresse avait tout pris, depuis qu'il avait cessé de croire en quoi que ce soit au-delà de la survie. Je serais honoré, a-t-il réussi à dire. Le marshal Garrett a approché, le contrat en sécurité en sa possession. Cela prendra du temps, des enquêtes, des procès, des appels, mais justice sera rendue. Vous avez ma parole. Il a regardé directement Hollis. Ce que vous avez fait? Tout abandonné pour des étrangers. Cela a demandé un courage que la plupart des hommes n'ont pas. Le territoire a besoin de plus de gens comme vous. 3 semaines plus tard, Hollis aidait à construire un abri dans le nouveau camp situé sur une terre protégée loin de la portée de la conspiration. Ses mains, calleuses par des années de travail au ranch, s'adaptaient facilement aux différentes méthodes de construction. Des enfants couraient en riant. Des anciens partageaient des histoires près des feux. La vie continuait, résiliente et ininterrompue. Kaya lui a apporté de la nourriture alors que le soleil se couchait, s'asseyant à côté de lui dans un silence confortable. La jambe de Nidita avait guéri. Les procès avaient commencé dans des tribunaux lointains. La preuve du contrat s'était avérée irréfutable. Et chaque soir, Hollis marchait jusqu'à l'endroit où les chevaux étaient gardés, trouvant celui qu'il avait donné et récupéré. Il passait sa main le long de son cou, se souvenant du moment où il avait fait un choix qui avait tout changé. Il avait donné son dernier cheval à 2 sœurs Apaches au coucher du soleil. À l'aube, leur père était venu avec 200 guerriers. Et Hollis avait trouvé quelque chose qu'il pensait perdu à jamais. Une raison de continuer, un endroit où appartenir. Une famille qu'il avait choisie aussi sûrement qu'il les avait choisis. Parfois, les choses que vous donnez reviennent transformées en exactement ce dont vous aviez besoin depuis le début. Si vous avez apprécié cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran maintenant pour regarder un autre conte inoubliable de la frontière, où l'honneur et le courage entrent en collision de manière que vous n'avez jamais attendue. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à continuer à vous apporter plus d'histoires comme celle-ci. Votre soutien signifie tout pour nous.